Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat et retour ce matin à une audition marquante qui s'est tenue la semaine dernière au Sénat. Cette audition, c'est celle d'Emmanuel Barbe, le délégué interministériel à la sécurité routière, qui a dû s'exprimer devant les sénateurs sur un sujet qui met en colère un certain nombre d'entre eux, ou du moins qui les rend dubitatifs, la future limitation à 80 km/h sur les routes secondaires qui a été annoncée par le Premier ministre Édouard Philippe lors du dernier comité interministériel à la sécurité routière. Alors pourquoi les sénateurs doutent-ils de l'efficacité de cette mesure? Eh bien avant tout parce que la dernière expérimentation qui a été menée sur la limitation à 80 km/h, cela dans plusieurs départements, n'a pas montré ses effets selon eux. Elle a été trop modeste et surtout eh bien, on n'a pas encore les résultats officiel. De son côté, eh bien, l'exécutif, lui, table sur une réduction du nombre de morts de 350 personnes par an. Mais voilà, eh bien, les sénateurs pensent très différemment. Tout de suite donc, eh bien, retour à cette audition qui s'est tenue la semaine dernière au Sénat. Messieurs les présidents, merci, mesdames et messieurs les sénateurs, merci beaucoup de cette invitation dont je suis extrêmement heureux car il est bon que cette politique de sécurité routière, je rappelle en 2016, 3477 morts, pour un mort, 7 blessés extrêmement graves, soit au cœur des enjeux politiques. Et je souhaiterais peut-être une dizaine de minutes, si vous m'y autorisez, messieurs les présidents, vous présenter la globalité du plan qui a été présenté par le Premier ministre. C'est vrai que la mesure 80 focalise l'attention, mais elle est loin d'être la seule. Et il me semble important de pouvoir rectifier un petit peu une vérité distordue par cette concentration sur cette mesure. Le comité interministériel du 9 janvier, monsieur le président, messieurs les présidents, a été précédé d'une très longue préparation puisqu'il a été demandé par le ministre de l'Intérieur en charge de la sécurité routière en juillet 2017. C'est un CISR qui a été fortement interministériel. Il a donné lieu à 6 réunions interministérielles à Matignon et pour aboutir à 18 mesures qui concernent l'ensemble des ministères impliqués. Le programme qui est présenté, c'est un programme pour le quinquennat qui est global, équilibré, ambitieux et j'ajouterais peut-être au vu de la mobilisation, courageux. Il contient aussi un certain nombre de réflexions prospectives, notamment vis-à-vis de la problématique de l'outre-mer où la sécurité routière est dans un bilan assez mauvais. Ce comité a donné lieu à des consultations importantes, contrairement à ce qui a pu être dit ici ou là. Le bureau du Conseil national de la sécurité routière a été consulté longuement sur les mesures qui étaient envisagées. Les associations d'élus également, à travers leurs instances dirigeantes non politiques, je tiens à préciser, donc aussi bien l'AMF, l'ADF, sur la mesure 80 est évidemment particulièrement concernée, puisque c'est une immense majorité, c'est son réseau, l'ARF et puis France Urbaine, bien évidemment. Nous avons également consulté beaucoup de parties prenantes et puis un certain nombre de parlementaires. J'ai eu l'occasion comme ça de rencontrer le sénateur Raison. Ce plan est divisé en 3 chapitres, l'engagement de chaque citoyen, la protection des usagers de la route et l'anticipation de nouvelles technologies. Je voudrais très vite, parce que j'ai bien compris que c'est la mesure 80 qui vous intéresse, mais quand même vous parler de quelques autres mesures que la mesure 80 et je vous propose ensuite qu'on le fasse sous la forme de questions-réponses. Je vous dirai préalablement pourquoi nous avons fait cette mesure. La première point qui est important, c'est d'essayer de ramener la prévention en matière de sécurité routière au cœur de la société civile française. Donc je vous donner quelques exemples à travers les missions locales qui reçoivent beaucoup de ces jeunes qui n'ont pas le permis de conduire. On voudrait qu'elles jouent un rôle beaucoup plus important d'orientation. Évidemment, les étudiants qui vont être beaucoup plus faire l'objet de beaucoup plus de mesures de prévention. Les seniors, puisqu'il y a un effet de vieillissement de la population qui a un impact quand même sur la sécurité routière. Les entreprises, qui est un lieu de prédilection très important, par exemple avec la mobilisation des organismes complémentaires de protection sociale qui peuvent faire de la prévention. Et puis enfin, je vous l'indique, il faut que l'État soit exemplaire en la matière. Et donc, auprès de chaque secrétaire général des ministères sera nommé un haut fonctionnaire en charge de la politique de sécurité routière vis-à-vis des fonctionnaires, puisque je m'adresse
au Sénat, j'espère que la même chose sera faite au niveau de l'ensemble des collectivités territoriales. Et nous avons en ce moment un travail qui est entrepris avec l'ARF. J'espère que ça viendra vite aussi avec l'ADF, vu que nous avons déjà une convention avec l'AMF, pour que chaque employeur de fonctionnaires territoriaux soit aussi impliqué dans la prévention routière. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que nous sommes évidemment vus uniquement sous le prisme étroit des radars, soi-disant pompe Afrique, et aujourd'hui des limitations de vitesse. Or, les actions de prévention sont une partie fondamentale de notre action. Nous aurons également des actions au niveau de la protection des piétons pour augmenter la visibilité, notamment des passages piétons, le développement de ce qu'on appelle les pédibus et les vélobus, qui sont des mesures qui permettent aux enfants de se rendre à l'école à pied ou au vélo en toute sécurité avec des aménagements de chaussées. Nous allons aussi évidemment durcir les sanctions contre ceux qui ne respectent pas les droits des piétons, notamment en permettant la vidéo-verbalisation toutes les fois que c'est possible. Nous avons aussi des mesures assez ambitieuses sur le développement du vélo. Le point qui est important aussi, la mesure numéro 10, c'est les mesures que nous allons mettre en place pour lutter contre l'alcoolémie au volant. Vous savez qu'après la vitesse, c'est évidemment un facteur majeur d'accidentalité. D'abord en incitant à l'auto-évaluation par notamment le fait de pouvoir assurer que dans tout lieu où on vend des boissons, c'est que 90% des boissons sont vendues en dehors de débits de boissons, donc dans des magasins, on puisse toujours avoir des éthylotests. Et puis en essayant d'avoir des partenariats avec tous les lieux où on vend des boissons au verre. Et puis, nous allons essayer surtout de favoriser l'implantation des éthylotests anti-démarrage qui aujourd'hui existent dans la loi depuis 6 ans avec la LOPSI, mais qui n'arrivent pas vraiment à faire démarrer. Peut-être qu'au total, on en aura posé une centaine. La statistique n'est pas facile à avoir. Donc, 2 mesures sont fondamentales. La première est la suivante. Lorsqu'une personne est contrôlée au bord de la route avec une alcoolémie délictuelle, eh bien, le préfet, son permis est suspendu et un arrêté est pris par le préfet pour porter la suspension jusqu'au moment du jugement. Eh bien, si la personne, on fixera évidemment des critères, installe un éthylotest antidémarrage sur son véhicule, elle pourra continuer à conduire du moment qu'elle a ce système jusqu'au procès. Et ça permettra à la fois de ne pas désocialiser des personnes qui pourraient perdre leur travail, tout en sensibilisant sur ce problème de l'alcool. Nous comptons beaucoup sur cette mesure pour développer considérablement l'EAD et faire baisser son prix, puisque c'est un des obstacles à son développement. Et puis, aujourd'hui, vous avez toute une série de personnes qui, pour récupérer leur permis, doivent passer devant une commission médicale préfectorale. Il a été décidé que quand elles passeront pour la 2e fois pour un motif d'alcoolémie, eh bien, seul le permis ne pourra être restitué qu'à la condition qu'un EAD soit posé sur la voiture. Donc, des mesures assez sévères. Une autre mesure très importante, c'est la possibilité donnée aux forces de l'ordre de se rendre indétectables aux yeux des applications communautaires embarquées. On ne va pas tourner autour du pot, il y en a 2 grands modèles, Waze et Coyote, de sorte qu'aujourd'hui, grâce à ces appels de phare numériques, nos contrôles d'alcoolémie sont entravés par ce type d'application. Et donc, nous espérons de la sorte pouvoir être plus efficaces dans ces contrôles d'alcoolémie et de stupéfiants. J'ajoute tout de suite que ce dispositif ne servira pas pour les contrôles de vitesse, puisque nous disposons de suffisamment de radars. Une autre mesure évidemment très importante, c'est une répression ou des sanctions plus sévères pour l'utilisation du téléphone à la main dans un véhicule. Vous savez qu'on estime que c'est à l'origine d'un accident corporel sur 10, mais c'est une statistique certainement très sous-estimée. Et donc, il a été décidé que lorsqu'une personne est arrêtée tenant son téléphone à la main et au volant et qu'elle commet au demeurant une autre infraction, ce qui est très fréquent, la personne zigzague, elle ne clignote pas pour tourner, eh bien, la suspension du permis est encourue. Donc ça, c'est une mesure assez importante comme signal que l'on veut donner. On va la tester, on verra si elle est suffisante, et puis sinon, le cas échéant, on prendra nos responsabilités. Il y a un certain nombre de mesures sur la protection des usagers des 2 roues motorisés qui portent beaucoup sur la qualité de la formation. Je passe très vite là-dessus. Et puis enfin, 2 autres mesures que je voudrais mentionner très rapidement. Une protection des acheteurs de véhicules d'occasion, puisque l'administration leur fournira en même temps que le certificat de non-gage dans le cadre d'une vente, un certificat qui contient le pédigré complet du véhicule, et notamment s'il a fait l'objet de réparations contrôlées, de sorte de rendre plus transparent la vente d'occasion. Vous savez qu'il y a eu un certain nombre de scandales récemment autour de ça. Donc nous avons voulu apporter de la transparence
aux consommateurs. Et puis enfin, vous savez qu'il y a des personnes qui gèrent leur permis de conduire en faisant chaque année un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Ce nom ne vous dit peut-être rien, car ils sont appelés stage de récupération de points, mais ce n'est pas l'objectif. Et donc, la troisième fois qu'on fait un stage, eh bien, le stage durera 3 jours et on va créer un module qui est lié à l'addiction. J'ajoute un point, c'est que personne n'arrivera dans sa vie à faire, en roulant vite, à gagner les 2 jours ou 3 jours qui passera avec nous. Enfin, c'est un message que je passe. Voilà. Et puis, dernier point, nous allons essayer d'investir dans l'innovation. Donc ça, c'est une mesure importante. Alors, pour venir maintenant très rapidement à la mesure sur le 80 km/h, je pense qu'il y a un certain nombre de choses qu'il est fondamental de dire. La première, c'est que la vitesse est le facteur majeur de la sécurité routière. Et je ne vous dis pas l'excès de vitesse, je dis la vitesse. La vitesse est le seul facteur causal d'accident. Je vais raisonner par l'absurde. Sans vitesse, pas d'accident, c'est une évidence. Et donc, ici... Oui, mais excusez-moi, mais je pense que c'est important de le dire. Je ne fais que... Mes chers collègues, nous allons laisser le délégué interministériel, nous allons lui laisser toutes les chances de vous convaincre. Et par conséquent, vous pourrez vous exprimer autant que vous le souhaiterez, mais nous allons d'abord l'entendre. Voilà. Oui, et il va le faire, n'est-ce pas? Je vous remercie, Monsieur le Président. Ouais. Vous avez raison, Monsieur le Sénateur, la distance c'est très important aussi. Mais j'ai le cuir dur, je suis habitué à des débats difficiles. Donc, ici, il y a une chose tout à fait évidente, c'est que le rôle que joue la vitesse est déterminant dans tout accident. Et donc, lorsque l'on diminue la vitesse, on diminue d'abord, on augmente la chance d'éviter un accident lorsque l'occurrence va survenir. Et en cas d'accident, nous allons diminuer sa gravité. Je vous rappelle que la vitesse, c'est une règle de puissance. C'est-à-dire que plus on augmente l'augmentation de la vitesse, c'est une loi du carré. Et donc, toute diminution de la vitesse entraîne une capacité à s'arrêter ou à amoindrir le choc qui n'est pas proportionnelle, mais qui est exponentielle. Donc, ça, c'est un point qui est très important. Ensuite, on nous a dit, le Premier ministre a évoqué des études scientifiques. En effet, elles existent. Alors, elles ont été le fait d'un Suédois puis d'un Norvégien qui ont démontré, en fait, en compilant des études qui ont été conduites dans le monde entier, que lorsque l'on diminue la vitesse moyenne pratiquée sur les routes, on a une baisse mécanique des accidents. Et ces études, elles sont mises à jour régulièrement. On nous a opposé l'ancienneté de ces études. Je me suis fait la réflexion que la découverte de la gravité universelle est assez ancienne, mais pour autant, elle est juste. Et donc, ici, ces études sont tout à fait étayées. Et en France, mesdames et messieurs les sénateurs, il y a une démonstration par les faits. Vous savez qu'en 2002, vous avez cité, monsieur le président Jacques Chirac, on implante les radars. L'annonce de ces radars a un effet qu'on appelle performatif extraordinaire, puisque les Français s'imaginent tout d'un coup qu'il y en a partout et se mettent à ralentir fortement sur le réseau dont nous parlons, c'est-à-dire celui qui sera visé par la mesure de 90. Entre 2002 et 2005, on assiste à une baisse de la vitesse moyenne pratiquée de 7%. Eh bien, dans le même temps, on assiste à une baisse de la mortalité de 37%, ce qui corrobore les études qui sont des études pas prospectives, qui sont juste des études de compilation, tout ce qui a été écrit en littérature. Ensuite, en 2012, lorsque le Conseil national de la sécurité routière est réuni, des experts en accidentalité renommés travaillent sur le sujet et émettent une recommandation pour prendre cette mesure. Donc, vous voyez bien que cette mesure fait l'objet d'une recommandation du Conseil national de la sécurité routière. J'ajoute que lorsque nous avons consulté le bureau du CNSR, qui a été renouvelé depuis, tous ont approuvé cette mesure, qui est une mesure de bon sens. Ce que je note aussi, c'est que depuis que 2015, où l'on a donné aux maires la possibilité de baisser les vitesses à 30 km/h dans leur ville, eh bien, ils se sont, les maires, très très largement emparés de ce pouvoir. Parce que dès qu'on est en responsabilité en matière de sécurité routière, on sait bien que le problème, c'est la vitesse. D'ailleurs, moi, je suis motard, je fais de la moto tous les week-ends en région parisienne. Il n'y a plus aujourd'hui une seule ville ou village dans lequel cette vitesse n'est pas fortement réduite. Alors, l'autre point qui est important, c'est que
autrement dit, il est difficile, de mon point de vue, de contester, parce que c'est véritablement du bon sens, que baisser la vitesse diminuera mécaniquement le nombre des accidents. Le vrai point est un autre, c'est de savoir si, et moi j'entends très bien cela, si cette mesure est proportionnelle. Bon, ce qu'on constate d'abord, c'est qu'aujourd'hui, il nous faut une mesure de rupture. C'est bien ce qu'a dit le Premier ministre, parce que depuis 3 ans, on a été en hausse. On a aujourd'hui réussi à endiguer la hausse. Le bilan de 2017 sera un bilan de stagnation, plutôt négatif, mais un bilan de stagnation. Et ceci n'est pas satisfaisant. Pourquoi? D'abord parce que si l'on regarde nos pays voisins les meilleurs, ils sont nettement plus bas sur un ratio du nombre de morts par milliard de kilomètres parcourus. Si nous devions être au niveau de l'Allemagne, nous devrions être aujourd'hui à 2700 morts. Je rappelle, nous sommes à 3477. Et si nous devions être au niveau de la Suède, qui est le pays qui a pour objectif 0 accident sur ses routes, nous devrions être à 2000 morts. Parce qu'évidemment, il faut tenir compte de la taille du réseau et du nombre de kilomètres parcourus. Donc, vous voyez bien qu'il y a ici une marge de progression qui est encore très forte, sachant que 90% des accidents ont pour cause une erreur ou une faute humaine. Et pour revenir, Monsieur le Président, à la question des infrastructures, naturellement qu'il faut continuer à améliorer nos routes. D'ailleurs, la pose de ronds-points en France a beaucoup contribué à la baisse de l'accidentalité, qui peut nier, de même que l'amélioration des voitures. Évidemment, ça fait aucun doute. C'est un triptyque, la sécurité routière. Mais il faut bien voir qu'aujourd'hui, il y a seulement un nombre réduit d'accidents qui ont pour cause exclusivement le réseau. Ce qui peut arriver, c'est qu'il faut travailler à des routes plus pardonnantes des fautes et des erreurs humaines. Ça, c'est une vérité. Alors, dans ces conditions, la mesure 80 est la mesure de rupture qui nous permettra, selon le modèle qui est donc vérifié à la fois scientifiquement et empiriquement par les 3 années 2002-2005 sur l'ensemble du réseau français, d'avoir cette mesure de rupture qui nous permettra de repartir à la baisse. Et de ce point de vue-là, moi, je vous pose une autre question, c'est-à-dire aux victimes de ces accidents, qu'est-ce qu'on dit? Le tribut à payer à la route, il est celui-là, mesdames et messieurs, désolé, on ne peut rien faire, parce que, voilà, si on veut se déplacer, c'est ça qu'il faut payer comme tribut. Je vous rappelle que cet argument était déjà dit il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans. On a toujours eu des personnes qui nous ont dit, on est arrivé au plancher de ce qu'on peut faire. Eh bien, tout montre que ce n'est pas le cas, et c'est ce qu'a dit le Premier ministre, ces mesures sont prises exclusivement pour sauver des vies. Alors, autre reproche qu'on fait, c'est ça va augmenter les recettes. Bien sûr qu'à un certain moment, il va y avoir plus de contraventions. Ça fait une courbe comme ça, l'installation d'un radar. C'est certain. Cet argent, le Premier ministre a décidé qu'il serait affecté à l'amélioration des hôpitaux, pour faire simple, pour que les victimes des accidents de la route soient mieux traitées. Et je rappelle que nous avons publié un jaune budgétaire en annexe à la loi de finances 2018, que donc vous avez tous eu, qui montre que l'argent des amendes radars est utilisé à 92% pour la sécurité routière. Un tiers pour faire fonctionner le système sécurité routière, un tiers à la FIFT et un tiers aux collectivités territoriales. Donc il y a ici un autre point qu'il faut ajouter, c'est qu'au demeurant, il y a 80% des titulaires de permis de conduire français qui ont tous leurs points, ce qui montre que ça, parmi eux, il y en a plus de 32 millions qui ont tous leurs points depuis plus de 4 ans, ce qui prouve quand même qu'on peut parfaitement ne pas être flashé, qu'on peut respecter les vitesses. Si il y en a qui parlent de fiscalité. Si je veux acheter du pain sans TVA, il n'y a que le marché noir comme solution. Si je ne veux pas payer d'amende, eh bien, je respecte les vitesses. Et il y a aujourd'hui toutes sortes de systèmes embarqués. Tout à l'heure, dans Paris, il y a des embouteillages. Je voulais être à l'heure ici. J'ai utilisé Waze. Il y a d'autres applications. Dès que je dépasse ou j'approche la vitesse autorisée, ça sonne. Il y a quand même aujourd'hui la technologie qui vient au secours de ceux qui ont tendance à rouler trop vite. Donc, tout ça pour vous dire que cette mesure, elle aura un impact évident sur la sécurité. Et je voudrais finir sur un point. C'est que, au fond, ce qu'on nous dit, et c'est le cas, on présente ça comme une mesure anti-rurale, c'est qu'on perdrait beaucoup de temps en roulant. Nous, ce que nous disons, c'est qu'en réalité, on perd peu de temps. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre de journalistes, depuis quelques semaines, qui ont fait l'essai, parce que c'est des bons journalistes. Et donc, ils ont dit, on va essayer les 80. Sachant qu'ils l'ont essayé à un moment où les autres roulent à 90. Donc ils sont évidemment un peu énervés de voir des gens qui roulent à 80. Et sur tous les articles que j'ai lus, à part un,
tous disent quoi? Eh bien, c'est très bien résumé par un article de Ouest France qui est paru il y a quelques jours. La sensation de lenteur est palpable, écrit Lest Éclair, mais on se sent un peu plus serein, avec une pointe de stress en moins, et la certitude de pouvoir éviter un peu plus facilement n'importe quel danger qui pourrait se présenter soudainement. Et le point qui est ici, une question que je vous pose. À part, suis-je le seul dans cette salle à perdre de temps en temps du temps? Je ne pense pas. Mais là, il y a une petite perte de temps, souvent quelques secondes, qui est utile à la société. Autrement dit, c'est cet effet mécanique de la baisse de vitesse fait perdre peu de temps, mais en revanche est susceptible de faire gagner, nous disent les experts en accidentologie, entre 300 et 400 morts par an. Je pense que fondamentalement, cette mesure, dont je peux parfaitement comprendre la difficulté qu'elle suscite, fera perdre peu de temps, mais pour peu de temps, on aura un bien collectif qui est moins de morts sur nos routes. Ceux dont on aura épargné l'existence ne pourront pas nous remercier, bien évidemment. Mais vous le disiez à l'instant, Monsieur le Président Basse, lorsque vous avez pris ces mesures avec le président Chirac, elles étaient fondamentalement impopulaires. Rappelez-vous, la France a été immobilisée lorsqu'on a mis le permis à point, les radars, etc. Et aujourd'hui, elles sont acceptées. Pourquoi? Parce que nos hôpitaux sont beaucoup moins remplis de victimes de la route. Et sans trahir les secrets de la délibération du comité interministériel, qui a donné lieu lui aussi à des discussions, tout le monde le sait, qu'est-ce qu'a dit le directeur général de la gendarmerie? Il a dit cette mesure est bonne parce qu'on ira un peu moins ramasser de gens au bord des routes. Ramasser des gens au bord des routes. Voilà, c'est ça l'enjeu de cette mesure, mesdames et messieurs les sénateurs. Bien. Si Hervé Boré me le permet, je veux vous remercier, monsieur le délégué. Vous avez défendu la cause avec beaucoup de conviction. Il n'est pas douteux pour chacun d'entre nous que la légitimité des finalités poursuivies est parmi les plus élevées, puisque votre objectif est d'épargner des vies humaines. Toutefois, mes collègues se sont déjà inscrits nombreux pour réagir et poser des questions, parce que ça n'est pas parce que les finalités sont élevées qu'elles doivent autoriser tout type de mesures s'il n'était pas démontré qu'elles ont un impact réel sur la sécurité routière. Vous avez mentionné le fait que vous recherchiez une mesure de rupture. En fait, le choc psychologique provoqué par la décision semble avoir au moins autant d'importance que les paramètres techniques. Quant aux paramètres techniques, je crois que c'est ce dont nous voulons discuter et la question que nous voulons approfondir. N'est-ce pas, Hervé? Tout à fait. Je crois qu'effectivement, ça a été dit. Il faut qu'il y ait une proportionnalité. C'est un principe général du droit entre l'objectif que l'on veut atteindre et la mesure mise en œuvre. Voilà, et c'est cela que l'on souhaite percevoir ce matin avec vous. Et je crois qu'on va peut-être très rapidement donner la parole à nos collègues qui, comme l'a dit Philippe Bas, sont nombreux à le souhaiter. On va commencer par Michel Raison, qui n'est membre d'aucune des deux commissions réunies ce matin, mais qui a été à l'avant-garde de la réflexion sur ce sujet. Donc ça me semble tout à fait normal qu'on lui donne la parole en premier. Merci, messieurs les présidents. Merci, monsieur le délégué interministériel. Merci doublement, parce qu'en effet, vous avez accepté de venir me voir ici au Sénat au mois de novembre. Et je tiens à publiquement vous remercier pour votre ouverture et l'acceptation de cette rencontre. Pourquoi cette rencontre? Je le dis en préambule, parce que je ne voudrais pas passer pour le démago qui suit le pilier de bistrot qui explique que les radars, c'est une pompe à fric. Je prends des termes qu'on entend sur le terrain. Je ne fais pas partie de cela. Et comme Philippe Bas, j'étais très content du plan qui avait été mis en place en 2002 parce qu'en effet, le sujet de la sécurité routière nous préoccupe tous. On a tous eu dans nos familles, chez nos voisins, chez des amis, des gens tués. On ne parle pas beaucoup d'ailleurs des handicapés, des familles endeuillées, déprimantes. Donc c'est un sujet grave. Pour autant, la première remarque, parce que je vais essayer de ne pas être trop long, parce que je pourrais tenir 1 heure, parce que ce sujet, mais ça ferait, le déontologue me dit que ça serait excessif. Et donc, je vais revenir plutôt strictement sur les 80 km/h et sur les mesures qui viennent d'être prises. La totalité des mesures, en dehors des 80 km/h, me vont bien.
Je peux même regretter, mais on ne va pas les détailler là, puisqu'on va y travailler dans les semaines qui viennent, d'autres mesures qui n'auraient pas été prises. Et regretter la forme de la façon dont ça a été fait. Certes, il y a eu des réunions interministérielles, mais avez-vous tenu compte des différents rapports, que ce soit du Sénat ou de l'Assemblée nationale? J'ai participé à une mission d'information sur ce sujet en 2011, et à l'époque, le gouvernement avait suspendu ses décisions en attendant la fin du résultat de la mission d'information. Ça, c'est pour la forme. Et la forme, elle est importante, parce que pour qu'une mesure puisse être efficace, il faut qu'il y ait une sorte d'acceptabilité. L'acceptabilité ne sera jamais à 100%, mais il faut qu'elle soit au moins à 80 ou 90%. Et pour qu'il y ait de l'acceptabilité, il faut qu'il y ait de la pédagogie. Certes, vous êtes pédagogue. Je ne suis pas sûr que le Premier ministre l'ait été. Et pour être pédagogue, vous vous basez uniquement sur une mesure virtuelle, certes scientifique, et on pourrait même en conclure, d'après cette étude, que le Premier ministre n'a pas été courageux, et qu'il fallait qu'il passe à 70 km/h la totalité des 400 000 km. Parce qu'on économiserait encore, parce que comme c'est inversement proportionnel dans le bon sens, on économiserait peut-être 1000 vies, et à 60 encore plus. Et on finirait peut-être même par interdire la voiture et on économiserait 100%. Or, il peut y avoir aussi des accidents de chevaux, de bicyclettes. Donc, je ne suis pas sûr que l'optimum, parce que c'est comme en économie, il y a des optimums. Et je ne sais pas si le 90 km/h ne serait pas cet optimum, et on ne saura jamais, d'après les mesures qui viennent d'être prises, si les 80 km/h sont efficaces, puisqu'il y a 18 mesures. Or, lorsqu'il y a 18 mesures, quand on fera le point en 2020, comme l'a dit le Premier ministre, j'espère, il y en aura vraisemblablement moins de morts sur la route, mais on ne saura pas pourquoi. On ne saura pas si c'est parce qu'on a amélioré le téléphone, parce qu'on a amélioré ceci ou cela. En 2002, ce qui avait été fait, c'est de faire respecter les règles qui existaient. Et vous avez d'ailleurs une expérimentation en Normandie sur les voitures banalisées, privatisées, et c'est aussi pour ça qu'on s'était vu, parce qu'il faut aussi l'expliquer, ça. Expliquer comment ça fonctionne, expliquer qu'il n'y a pas un pourcentage. Les gens ne savent pas ça. Et moi, depuis que vous m'avez expliqué, je suis très favorable non seulement à cette expérimentation, mais à la généralisation de cette de cette mesure, mais non seulement pour la vitesse, mais pour les infractions. On a eu dans notre département 3 fois plus de morts que d'habitude en 2017. Et on connaît à peu près les causes. Et il y a des dépassements sur des lignes blanches, il y a hélas des gens fatigués qui se sont... Enfin, il y a plein de causes. Mais si tout avait été respecté, il y aurait eu 0 accident. Donc ce n'est pas en changeant les mesures, mais c'est surtout en les faisant respecter. Et après, vous avez parlé, je vais essayer d'arrêter là, des pays étrangers. Et là, c'est intéressant d'aller voir ce qui se passe dans les autres pays, qui en effet sont, dans les principaux pays développés de l'Europe, sont meilleurs que nous. L'Angleterre, moitié de morts par 100 000 habitants que nous. Alors, ce n'est pas le même pays. Il n'y a pas de transition, puisque c'est une île, il faut faire attention dans les comparatifs. Ils roulent à 97 km/h. L'Allemagne, c'est un peu plus compliqué, mais ils ont été, je pense, plus intelligents que nous. Les vitesses sont peut-être mieux adaptées en fonction des tronçons. Et ça sera peut-être la conclusion de ma première intervention. Bien sûr qu'on a des tronçons qui mériteraient une vitesse plus basse que celle qui existait aujourd'hui. Peut-être même de 70 km/h, et on les connaît. Et si on avait laissé travailler les préfets avec des commissions départementales en disant tel tronçon, avec le nombre de carrefours dangereux qu'il y a, il ne faut plus rouler à 90 sur ce tronçon. Tel autre tronçon, il n'y a pratiquement aucun créneau de dépassement. Et en effet, si on met à 80, de toute façon, on n'ira pas moins vite parce qu'on ne peut pas dépasser, il y a des camions, il y a ceci. Donc mettons-le à 80. Et ça, on était d'accord avec ça. Mais la généralisation brutale, sans explication plausible, des 90 km, des 80 km/h sur les 400 000 km de route, c'est pas possible. Et d'autant qu'on avait fait croire, enfin le gouvernement précédent, mais il y a continuité de l'État. Le gouvernement précédent a fait croire qu'il avait mis en place une expérimentation à 80 km/h sur 4 tronçons de routes nationales et départementales, je crois, en France. Mon collègue Gilbert Boucher m'en parlait tout à l'heure, il y avait une expérimentation sur la RN 7 dans la Drôme. Lui, il m'affirme, il les a comptés, qu'il y a eu plus de morts
sur ce tronc. Mais je ne mets pas en cause les 80 km/h. Mais c'est pour dire que l'expérimentation n'est pas valable. Parce que 80 et quelques kilomètres d'expérimentation sur 400 000 km de route pendant seulement 2 ans, alors qu'on sait que sur le plan statistique en matière d'études d'accidentologie, 2 ans, c'est pas suffisant. Mais 80, même sans avoir fait d'études de statistiques, 84 km sur 400 000 km, autant ne pas en parler. Donc tout ça mélangé, les citoyens ne peuvent pas être d'accord, il n'y a pas d'acceptabilité, on le sent bien. Et le président du Sénat n'a jamais eu autant de réponses à tout ce qu'on a dit sur un sujet de cette gravité. Donc il y a réellement un problème, et s'il n'y a pas d'acceptabilité, les gens vont s'énerver, vont doubler n'importe où. Moi j'ai interviewé des pompiers, des gendarmes, et donc même eux ne sont pas très d'accord. Et sur la vitesse, la cause de la vitesse des accidents, j'ai interviewé aussi des gendarmes. Là. Ils m'ont dit, vous savez, quand il y a un accident puis qu'on ne sait pas quoi mettre sur le papier, on met vitesse. Donc forcément que les statistiques là aussi sont faussées. Et ce n'était pas forcément la vitesse. C'était peut-être quelqu'un qui s'est endormi au volant ou quelqu'un qui a fait une grave erreur. Donc même ces statistiques-là ne sont pas exactes. Je vous remercie. Merci, Monsieur Raison. Donc je propose qu'on donne la parole alternativement à des membres des 2 commissions. On a beaucoup de demandes de prise de parole. Monsieur Pointreau. Est-ce que je peux juste dire, avant que Rémi prenne la parole, que nous avons effectivement beaucoup de demandes de prise de parole. Il va falloir tenir malgré tout l'horaire, puisque nous réunissons nos commissions à 10h30. Donc, il était bon que Michel Raison, qui a particulièrement creusé la question, comme beaucoup d'entre vous sûrement, s'exprime longuement, mais ce serait mieux si chacune de vos interventions pouvait être aussi concise que dans l'hémicycle. Donc on va dire 2 minutes. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le délégué interministériel. Je vous ai entendu avec attention, je vous écoutais avec attention, et je trouve que, au regard de la gravité du sujet, j'ai entendu beaucoup d'approximations. En fait, je trouve qu'on vous procédez plus par sophisme que par réflexion rationnelle, parce que finalement, lorsque vous indiquez que il y a une hausse de la vitesse moyenne. Enfin, si les gens roulent sur les autoroutes, et il y a de plus en plus de personnes qui roulent sur les autoroutes, il est évident que la vitesse moyenne va augmenter. Mais au kilomètre parcouru. Mais ça n'est pas pour ça que c'est plus dangereux. Je crois que, compte tenu des facteurs qui influent sur la dangerosité de la circulation, il est bien évident, vous l'avez indiqué vous-même, que la qualité des automobiles, que la qualité du parc, l'attention des conducteurs est essentielle. Ce n'est pas qu'une seule mesure qui peut expliquer les choses. Il faut regarder les choses de manière complète. Or, j'ai quand même l'impression que le Premier ministre a basé sa décision sur le fait de dire plus on baisse la vitesse, et moins il y aura d'accidents, sans aller plus loin. Alors que, bien entendu, il y a énormément d'autres facteurs, et en particulier l'attention, en particulier la qualité des infrastructures. Vous l'avez indiqué vous-même, mais ça n'a pas été pris en compte finalement dans la décision du gouvernement. Et d'ailleurs, vous vous contradisez vous-même, puisque le Premier ministre ne regardait même pas, lorsqu'il a exposé sa mesure, le nombre de kilomètres parcourus en France et le fait qu'il y a de plus en plus de kilomètres parcourus. Donc effectivement, à partir de là, il y a plus de risques d'accidents. Après, vous nous faites une comparaison avec d'autres pays, en particulier l'Allemagne, où il y a moins d'accidents par kilomètre parcouru, alors qu'ils utilisent d'autres méthodes, qui sont concentrées sur, effectivement, l'adaptation des vitesses à la circulation et aux routes. Donc, moi, je suis inquiet, finalement, de voir qu'on fait une mesure, que la mesure phare pour répondre à ce drame est finalement une mesure qui est faite sans analyse réellement scientifique et sans réelles évaluations et sans même que les expérimentations qui ont été menées soient correctement analysées pour savoir si effectivement ça apporte quelque chose. Finalement, si à la fin de ce débat, les Français et les Français s'imaginent que c'est simplement en allant moins vite qu'ils participeront à une circulation plus sûre, vous leur aurez menti.
parce que le plus important, c'est l'attention et l'argent que vous allez mettre. Ne croyez-vous pas qu'il faudrait plutôt le mettre sur des passages à niveau qui sont aujourd'hui accidentogènes et qui ont provoqué des drames ces derniers temps? Monsieur Barbe a bien noté votre question, cher collègue. Bien, je donne donc la parole maintenant à Monsieur Gold. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le délégué interministériel. Moi, je vais être très rapide parce que toutes les interventions finalement se regroupent. Donc, si les objectifs réels du gouvernement sont d'agir pour plus de sécurité, moins d'accidents, moins de morts, moins de blessés, je crois qu'on peut tous se retrouver et être en accord avec cette ambition. Par contre, sur les moyens d'y arriver, en limitant de façon uniforme toutes les routes départementales à 80 km/h, on peut avoir des différences d'appréciation. Et je pense sincèrement qu'il aurait été plus judicieux, et je reprends les propos des orateurs précédents, de cibler les zones repérées comme accidentogènes et d'adapter des dispositifs particuliers sur ces zones sensibles, plutôt que fixer une règle qui n'est pas toujours comprise, qui est souvent considérée comme injuste, notamment dans les milieux peu denses, dans les zones rurales, où les durées de déplacement sont déjà importantes et les transports en commun sont inexistants. Voilà, je suis très rapide, mais ce n'est pas la peine d'aller plus loin, puisque les discussions vont tourner beaucoup autour de ça. Merci, cher collègue, de votre concision. Madame Brigitte Lherbier. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, moi, ce que j'ai écouté avec attention le plan global de sauvegarde au niveau des sauvegardes de la vie sur les routes. Ce qui m'étonne, c'est d'avoir une réponse mathématique. On a l'impression qu'il n'y a que la vitesse, alors que le comportement, il y a des comportements inadmissibles qui n'ont pas été repérés dans votre plan global. Je pense que les sanctions extrêmement sévères sur des comportements inadmissibles engendreraient un gain considérable de vie. On va prendre le cas des vélos. Tout le monde ici dans la salle voit systématiquement, il se passe pas, les deux roues même, les scooters, etc. Il se passe pas une journée sans que vous mettiez à un feu rouge et vous voyez systématiquement les deux roues passer au feu rouge, ne pas respecter les stops, etc., etc. Et ça semble être tout à fait toléré. C'est devenu un comportement quelque part même amusant, alors que vous-même au volant de la voiture, vous risquez d'envoler un de ces jeunes et là le mettre en grave danger. Et je suis sûre que si on avait fait l'inventaire de tous les accidents mortels, les deux roues semblent être, et ils roulent à 10 à l'heure, pour la plupart. Donc là, ça n'a pas du tout de lien avec la vitesse. Merci beaucoup, Monsieur Jacquin. Oui, merci, Monsieur le délégué. Je voudrais pointer la timidité de certaines mesures en matière de sécurité routière relativement à la radicalité de celle-ci sur le 80 km/h. Pour m'être un peu penché sur la question, avoir regardé les chiffres de l'accidentologie, puis avoir discuté avec un spécialiste de CEREMA, il apparaît effectivement que les accidents très graves sont sur les routes ciblées, les départementales. Or, il apparaît que c'est en situation de dépassement que les accidents très graves interviennent. Alors, il y avait ces 3 expérimentations en France. Effectivement, le fait qu'elles ne soient pas allées au bout et le fait que les analyses n'aient pas été plus fouillées laisse apparaître une certaine approximation dans la décision d'imposer partout, même sur les départementales qui apparaissent très sûres, très larges, très sécurisées aux normes, une règle qu'il serait certainement préférable d'appliquer dans les endroits réellement accidentogènes. La timidité de certaines mesures, c'est par rapport aux pertes d'attention en situation de conduite lorsque le conducteur est sollicité par des écrans ou le téléphone portable. Donc il y a une mesure concernant le téléphone portable lorsqu'il est tenu dans la main. Par contre, lorsqu'on est en main libre, si mon préfet m'appelle, que je suis sur l'autoroute et que je lui réponds sur une discussion un peu tendue, je reconnais que j'ai une perte d'attention. Et là, par rapport à ça, il y a une véritable timidité. Et de même, quand on bricole son GPS, voilà, c'est ça que je voulais pointer, monsieur, en 1 minute 42 et en parlant à 90 km/h. Merci. Bravo, bravo, chers collègues. Merci beaucoup. Monsieur Henri Leroy.
Oui, Monsieur le Président, Monsieur le délégué interministériel, je voudrais juste dire que vous avez cité la vitesse comme principale cause d'accident. Effectivement, elle fait partie des 3 premières causes, la vitesse, l'alcool, la drogue et surtout les fautes comportementales. Et puis, vous avez cité les forces de l'ordre dans vos interrogations, vos enquêtes que vous avez menées. Autant de sénateurs, autant de parlementaires que d'enquêtes qui ont été faites. J'adhère totalement au développement qu'a fait Michel Raison et Rémy Cointreau. Sachez que ce soit les PMO, les pelotons moto, les BMO, les brigades moto ou les pelotons d'autoroute et les escadrons d'autoroute ne sont pas en adéquation avec ce que vous dites sur la généralisation de la vitesse à 80 km/h. Ils sont plutôt sur des mesures sectorielles qu'il faudrait adapter en fonction de ce qu'ont dit mes collègues, de la dangerosité, des accidents qui ont été constatés. Puis vous citez les maires. Les maires, effectivement, se sont emparés de cette mesure à 30 km/h, mais ils l'ont fait de façon extrêmement sectorielle sur leur territoire, avec des mesures de signalisation verticale et horizontale. Ils l'ont limité extrêmement et ils ne l'ont pas généralisé. Donc, je crois, Monsieur le délégué, que effectivement, cette mesure peut-être va faire économiser 400 vies ou 500 vies. Il est vrai qu'elle devrait être sectorielle. Vous avez tous les éléments. Vous avez tous les éléments. J'attends que vous m'écoutiez. Vous avez Donc, tous les éléments. C'est moi qui ai distrait le délégué. Oui, mais le délégué ne doit pas se distraire sur la mission qu'il a. Vous avez tous les éléments, Monsieur le délégué interministériel, vraiment concrets pour faire une mesure qui serait approuvée tant par les forces de l'ordre que par les automobilistes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je donne la parole à Monsieur Huret. Monsieur le délégué, on a écouté avec beaucoup d'attention ici. Voilà. Moi, je voudrais attirer votre attention sur ce qui est conséquence. C'est la suppression du permis de conduire ou la suspension du permis de conduire comme peine. Et quand vous êtes en milieu rural, où les gens doivent prendre le véhicule pour se déplacer, on assiste quand même à un certain nombre de drames et je pense que l'explication des milliers de personnes qui roulent sans permis trouve sa raison ici. Alors j'ai entendu, je pense que vous l'avez mesuré, que celles et ceux qui installeraient un dispositif éthylotest sur la voiture pourraient continuer. Donc vous avez bien compris la nécessité. Cela dit, combien ça coûte? Qui pourra le faire? Est-ce que tous les véhicules, et notamment les plus anciens, pourront être équipés? Le deuxième point, parmi toutes les causes d'accidents, il y a le manque d'attention. On parle du téléphone. Monsieur a parlé d'une conversation qu'il peut avoir même avec un kit main libre, avec son préfet ou autre. Mais vous avez aussi des moments de distraction quand vous écoutez une émission radio particulièrement intéressante. Quand vous discutez avec votre passager. Alors, poussons le raisonnement extrême. Est-ce que demain, il ne faudra pas isoler le conducteur dans une cabine de verre pour qu'il ne soit pas distrait? Deuxième remarque aussi, puisque j'ai été sujet à cette faiblesse, l'endormissement au volant, jusqu'à ce qu'on trouve la cause. Il y a maintenant des équipements sur les sièges du conducteur qui, quand on sent une baisse d'attention, vous envoie un petit coup, petit choc pour vous réveiller. Les endormissements au volant sont beaucoup plus fréquents qu'on ne le croit et ils ne sont jamais cités ou très rarement. Et comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, quand on ne connaît pas la cause, on met vitesse excessive. Or, ce n'est pas tout le temps le cas. Merci, chers collègues. Madame Catherine Troendlé. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais vous remercier, Monsieur le délégué interministériel, de votre présence et de votre présentation qui appelle de ma part quelques petites remarques corrélées à quelques questions. Je serai brève. Je pratique régulièrement les routes allemandes et je pense que votre comparaison est quelque peu erronée dans la mesure où de nombreux tronçons, notamment d'autoroutes,
ne demande absolument n'exige aucune limitation de vitesse. Vous pouvez rouler à la vitesse que vous le souhaitez, mais certains tronçons, pour des raisons d'accidentologie, ont été réduits à 120. Et il en va de même sur les routes départementales, enfin pas départementales, secondaires. Ma seconde remarque porte sur le 30 km/h. Vous l'avez dit à juste titre, que les collectivités ont pris toutes leurs responsabilités, même dans les plus petites communes, pour sécuriser au maximum la traversée de leur commune, de leur rue annexe. Mais en baissant cette vitesse à 30 km/h, nous sommes assujettis à la mise en place de chicanes, d'aménagements, qui sont d'ailleurs très onéreux, qui appellent finalement l'automobiliste automatiquement à réduire sa vitesse. C'est pas simplement on annonce un panneau 30 et puis voilà, on laisse l'automobiliste sans précision autre. Pour les 80 km/h, ce sont essentiellement hors agglomération. Et je vais prendre très rapidement l'exemple du Haut-Rhin. Dans le sud de mon département, nous avons des milliers de frontaliers qui traversent la frontière suisse pour se rendre sur leur lieu de travail. Ils font des dizaines et des dizaines de kilomètres pour aller sur leur lieu de travail. Ce sont les mêmes personnes, et je rejoins un petit peu ce qu'a dit M. Rémy Pointreau, à juste titre, les mêmes personnes qui sont matraquées fiscalement et qui considèrent cette nouvelle mesure, notamment corrélée à des risques de contravention, à une injustice majeure qui va les amener, pardon de le dire, qui va les amener à un comportement électoral sans doute que nous ne souhaitons pas. Et puis ma dernière remarque, c'est sur les comportements. D'ailleurs, tout le monde l'a dit aujourd'hui. Ce sont les comportements qui sont les plus problématiques. Et je pense tout particulièrement au cannabis. Vous avez parlé d'une mesure de lutte contre le cannabis. Monsieur le délégué interministériel, pensez-vous que le débat aujourd'hui qui est ouvert sur la dépénalisation du cannabis soit une bonne chose, sachant que de nombreux jeunes impliqués dans des accidents, notamment au week-end, certes il y a l'alcool, mais essentiellement le cannabis, ne faut-il pas donner d'autres signes que la dépénalisation, pardon. Et enfin, une toute dernière question. Il y a eu des expérimentations, nous avons tous demandé, nous avons tous écrit au ministère pour avoir les conclusions de cette expérimentation. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous les donner? Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Chaise. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le délégué interministériel, merci. Je vais être très rapide parce qu'effectivement beaucoup de choses ont déjà été dites que je rejoins sans aucun problème, notamment l'absurdité qui consisterait à dire mettons une vitesse zéro et on a réglé le problème de façon définitive. Moi la question que je me pose, c'est sur finalement le pourcentage de personnes concernées ou qui se sentiraient concernées par cette mesure. J'ai lu, mais peut-être est-ce erroné, qu'à peu près aujourd'hui, on pouvait admettre que 85% des automobilistes respectaient les limitations de vitesse et que, a priori, ce pourcentage n'avait pas de raison d'évoluer. Donc la mesure que l'on est en train de discuter concerne finalement 15%, ou concernerait 15% des gens qui ne respectent pas, et on peut aussi imaginer qu'ils ne respecteront pas mieux après les 80 km/h. D'où l'interrogation sur effectivement l'efficacité de celle-ci. Deuxième point, c'est sur aujourd'hui un élément ambiant qui est le droit à l'erreur. Donc je pense plus dans les 85%, mais néanmoins, il m'arrive de perdre quelques points, notamment pour 1-2 km/h. Et malheureusement, l'accumulation de ceci font que il me manque un certain nombre de points sur mon permis de conduire. Et à chaque fois, je me dis, c'est bon, je vais tenir 6 mois, je vais y arriver, etc. Et puis finalement, au bout de 5 mois et quelques jours, boum, je me reprends un point. Donc, ce qui fait que mon permis, mon capital diminue. Y a-t-il pas là quand même un raisonnement à avoir pour qu'on puisse adapter là aussi le contrôle et gérer la peine qui est donc donnée à ces conducteurs qui ne sont pas forcément des délinquants de la route, mais qui donc ont une malchance. Enfin, dernier point, et je finirai par là pour un clin d'œil
à mon sujet favori. Finalement, la solution, n'est-ce pas le véhicule connecté finalement, est-ce que ce n'est pas la piste de travail qu'il faudrait favoriser aujourd'hui pour éviter ces accidents? Je vous remercie. Je vous remercie, cher collègue. Monsieur Jérôme Durin. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le délégué interministériel. J'ai eu la chance, comme de nombreux Français, comme de nombreux grands usagers de la route, de faire des stages de récupération de points. Et j'y ai appris que les accidents n'intervenaient pas de nuit sur des routes sinueuses et par temps de pluie, mais leur grande majorité partent en sec dans des lignes droites quand il fait beau. Ce qui renvoie quand même à la question de l'attention et de la responsabilité individuelle des conducteurs. Nous avons tout à l'heure la chance, en commission des lois, de parler d'un texte qui n'a rien à voir avec ce dont nous parlons, mais sans faire d'amalgame hasardeux, on parle des espaces naturels, de la pratique de l'escalade et des accidents et de la responsabilité individuelle. Il y a ce qui relève de l'ordre public et il y a ce qui relève de la responsabilité individuelle. Je pense qu'il est important sur ces sujets-là de veiller à ce que les usagers de la route soient informés, sensibilisés, mieux formés, toujours vigilants, et que les restrictions systématiques et sur l'ensemble du réseau de la vitesse maximale autorisée sont moins efficaces qu'une sensibilisation efficace des conducteurs et des tronçons particulièrement accidentogènes qui seraient sécurisés. Merci, Madame Bonnefoy. Oui, merci Président. Monsieur le délégué, moi je voulais vous interpeller sur la sécurité dans les transports scolaires. L'ANATEP, qui est une association qui s'occupe de sécurité dans les transports scolaires et que je préside, s'inquiète vivement d'une évolution récente et très rapide qui passe assez inaperçue des pouvoirs publics, mais pas de nombreux collectifs de parents d'élèves très en colère. C'est le cas en Charente-Maritime, en Moselle, en Seine-et-Marne, etc. En effet, compte tenu de l'extension des ressorts territoriaux des autorités organisatrices de mobilité, de nombreux réseaux en agglomération ont fait basculer des enfants des circuits scolaires avec du transport assis dans des cars sur des lignes régulières, avec du transport debout dans des bus, voire des low entry qui sont des mi-bus, mi-cars. Cette évolution pose de vrais problèmes de sécurité, puisqu'elle dispense les organisateurs du transport scolaire de prévoir du transport assis des enfants parfois très jeunes, donc sans ceinture, à 70 km/h sur des segments de chaussée très roulants, dans des conditions de confort donc parfois déplorables. Il est également à noter que les véhicules de ligne régulière n'ont pas besoin de porter un pictogramme à éclairement à l'avant et à l'arrière du véhicule. Pourtant, la réglementation est bien faite, le transport debout autorisé pour l'ensemble des passagers sous certaines conditions de véhicules de périmètre et de vitesse est interdit dès qu'il s'agit d'un transport d'enfants. Afin de contourner cette réglementation, donc les autorités organisatrices de mobilité développent ce qu'elles appellent des lignes à vocation scolaire qui juridiquement n'existent pas. Donc on ne transporte pas des élèves comme on transporte d'autres usagers. Donc ma demande est simple, il faudrait que le gouvernement rappelle aux autorités organisatrices de mobilité l'esprit mais aussi la réglementation actuellement en vigueur, qui est l'article 60 de l'arrêté du 2 juillet 82, qui dit « Dans la recherche d'une sécurité maximum pour les passagers, tout organisateur de transport doit s'assurer que le type de véhicule utilisé est adapté au service effectué. » Excusez-moi, c'est Monsieur Houlgat. Monsieur Houlgat, ok. Merci, messieurs les présidents, et merci, monsieur le délégué. La mesure 80 km à l'heure s'applique actuellement dans deux cas de figure. D'une part pour les jeunes conducteurs qui ont le disque A, et puis d'autre part sur route mouillée. Donc ma première question, c'est est-ce qu'il va y avoir une évolution de la limitation de vitesse donc, pour les jeunes conducteurs et pour les routes mouillées en conséquence de la limitation générale à 80. La deuxième question qui est un peu liée par rapport, enfin qui rebondit sur ce que disait Patrick Chaise tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a 15% des automobilistes, alors sans vouloir, qui sont un peu défectueux, sans vouloir retomber dans la stigmatisation de la mise au pilori, est-ce que justement il n'y aura pas une mesure particulière
particulière de probation avec un disque particulier qui pourrait s'appliquer sur cette limitation de 80 km/h à ce type de conducteur. Et puis enfin, troisième question, vous savez que les équipementiers ont fait énormément d'efforts en matière de distance de freinage. Vous savez que l'arrêt d'un véhicule, il dépend de deux facteurs. Il dépend d'abord de la durée de perception que l'on a, de la durée de réponse, entre guillemets, de l'asservissement du frein, et puis également donc d'un certain nombre de considérations techniques qui sont liées, on l'a parlé, de la qualité de la chaussée, de la qualité des pneumatiques, de la puissance elle-même des freins. Donc dans vos équations, est-ce que vous avez tenu compte de ces innovations technologiques qui font que les freins ont quand même beaucoup évolué depuis une quinzaine, une vingtaine d'années? Ils ne cesseront d'évoluer. Les systèmes d'asservissement sont de plus en plus performants. Donc est-ce que vous avez tenu compte dans vos équations qui visent à transformer l'énergie cinétique en énergie thermique? Alors, Monsieur Gontard. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Délégué. Bon, moi je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit là, sur ce passage à 80 km/h, si ce n'est que je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait un vrai bilan et évaluation de cette mesure en matière d'accidents et de vies sauvées. Moi, ma question porte sur les cyclistes qui roulent plus rarement à 80 km/h, même si ça peut arriver. La mortalité a augmenté de 22% depuis 2010. Et je crois que le dernier trimestre a été le plus meurtrier. Et il y a les 2/3 des accidents qui sont hors agglomération. Donc ma question en fait était sur est-ce qu'il y a une prise en compte des nouveaux, enfin en tout cas est-ce que les nouveaux aménagements et travaux prennent systématiquement en compte la pratique du vélo et notamment hors agglomération. Merci. Dernière demande de parole, Monsieur Dagbert. Merci, messieurs les présidents. Merci, monsieur le délégué interministériel. L'objectif, nous l'entendons ce matin, est largement partagé et si nous pouvons épargner des vies, chacun s'en félicitera. Néanmoins, je voudrais revenir sur la méthode et les moyens. Mon département est gestionnaire d'un patrimoine routier de 6200 km de voirie départementale, dont un certain nombre de kilomètres hérités du transfert des routes nationales d'intérêt local et qui étaient particulièrement accidentogènes lorsqu'elles étaient dans le patrimoine de l'État et dont le préfet s'est empressé d'attirer l'attention du président du département lorsque le transfert a été effectué sur la nécessité à y intervenir. Nous sommes passés donc de 3 voies de circulation à 2 fois 2 voies avec interplein central. Mais la question que je voudrais vous poser, c'est sur la réglementation en vigueur, monsieur le délégué. Nous sommes sur autoroute à 130, sur les départementales ou grands axes à 110, puis une limitation à 90, puis parfois 70, en ville 50, et vous avez mentionné combien les maires ont su prendre leurs responsabilités en passant à 30 km/h un certain nombre d'axes au sein des communes. Vous le voyez et vous l'entendez, nous descendons à chaque fois de 20 en 20. Et il semblerait que ce soit une obligation de tenir compte de cela pour la lecture de la route pour l'usager. Il est impératif pour tout un chacun qui conduit d'avoir une lecture de la route qui soit cohérente, y compris dans les limitations de vitesse qui lui sont imposées. Et donc je voudrais savoir si, passant à 80, si cela avait un impact sur les autres limitations ou si le texte qui régit la limitation de 20 en 20 va être revu. Merci beaucoup. Donc, monsieur le délégué interministériel, beaucoup de questions auxquelles vous allez certainement apporter des réponses. Moi, j'en reprends une quand même qui a été posée par plusieurs collègues et qui me paraît très importante. Pourquoi, finalement, ne pas avoir mis en place plutôt un système différencié selon la nature des voiries? Parce qu'on voit bien que la voirie départementale ou la voirie secondaire n'est pas une en termes de qualité et que de toute évidence, il y a des voiries où on pourrait même être en dessous de 80 km/h et d'autres où on pourrait être même au-dessus de 90 km/h. Et comme vous avez effectivement fait référence au pouvoir de police des maires, pourquoi ne pas avoir transféré ou mis en place un système équivalent, confié par exemple au préfet, comme ça a été dit par un de mes collègues, pour que l'on adapte ça à la réalité du terrain. Et j'ajouterai une question qui, je crois, n'a pas été posée. Pourquoi, si cette mesure est vraiment la panacée, pourquoi certains pays comme le Danemark reviennent sur cette limitation à 80 ? Et alors, monsieur le délégué, si vous le permettez, moi je voudrais aussi revenir sur un point qui a été
évoqué notamment par Madame Catherine Troendlé dans son intervention, c'est le dévoilement des résultats de l'expérimentation. Je crois que la rétention d'informations par l'État, par le gouvernement, par vous-même, jette le doute sur la bonne foi du gouvernement et n'est pas respectueuse de la représentation nationale. Je vous rappelle les prescriptions de la Déclaration des droits de l'homme. Tout citoyen a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Nous vous demandons compte de cette expérimentation et j'espère donc que parmi les réponses que vous vous préparez à nous faire, vous allez nous fournir tous les éléments d'information sur cette expérimentation. Merci, merci beaucoup. Je m'attendais à un exercice difficile, je m'y suis préparé. Je voulais... Non, difficile dans le sens, monsieur le sénateur, ne voyez aucune critique dans mon propos, difficile dans le sens où il faut vraiment faire de la pédagogie sur la mesure et j'ai le sentiment qu'il y en a beaucoup. Alors je voudrais commencer par un premier point, si vous me le permettez, monsieur le président, c'est sur le Danemark. Donc une association, depuis des mois, assène une pseudo-vérité comme quoi le Danemark serait repassé à 90 sur son réseau à 80, sachant que le Danemark est un très bon pays en matière de sécurité routière. En fait, le Danemark a fait une expérimentation sur 100 km en investissant des sommes d'argent tout à fait importantes et il n'a pas l'intention de le faire sur le reste du réseau où il est à 80. Alors, je l'ai dit publiquement aux représentants de cette association qui continue à répandre ce qui, une chose qu'on sait fausse et qu'on dit, ça s'appelle un mensonge. Donc j'ai téléphoné à l'ambassadrice du Danemark à Paris et je lui ai dit, Madame l'ambassadrice, est-ce que vous pourriez démentir cette information? C'est ce qu'a fait l'ambassade du Danemark et donc j'ai fait imprimer, je le tiens à votre disposition. Aujourd'hui on ne fait plus de communiqués, vous savez, on fait des posts sur Facebook et donc l'ambassade du Danemark a fait un post qui le dit, donc j'aimerais quand même tordre le cou à ce qui est vraiment une rumeur et que n'ont pas du tout fait le Danemark. Alors le deuxième point qui me semble vraiment important, c'est en effet de vous parler de cette expérimentation. Je crois que le premier point qui est important de vous dire, c'est que cette expérimentation n'avait qu'un seul but, qui était de mesurer l'effet de la baisse des vitesses maximales autorisées sur la vitesse moyenne pratiquée. Pourquoi? Parce que, encore une fois, l'effet mécanique de la baisse des accidents par la baisse des vitesses moyennes pratiquées est démontré. Mais c'est étonnant parce que, je vous le dis, il est démontré en France, sur tout le réseau, entre 2002 et 2005. Je le répète, 7 km/h en moins de vitesse moyenne pratiquée, 37% de morts en moins. Qu'est-ce qu'on veut de plus? C'est pas 80 km, c'est les 1 030 000 km du réseau français, ou les 400 000 pour le réseau concerné. Donc ici, il y a quand même quelque chose d'important à dire, c'est que ce qu'on voulait redémontrer, parce que ça c'était peut-être le point à démontrer, c'était de voir l'effet sur les baisses, sur l'effet de la baisse de la VMA, vitesse moyenne autorisée, sur les vitesses moyennes. Et de ce point de vue-là, c'est une expérimentation qui est tout à fait probante, puisqu'on constate des réductions de vitesse de 4 à 5 km/h sur les zones qui ont fait l'objet de ces expérimentations, et plus fort encore, des réductions sur les vitesses moyennes des poids lourds, qui sont déjà normalement à 80 km/h, et donc qui ont baissé leur vitesse. On a 4 ou 5 km/h, c'est à peu près l'hypothèse qui est faite par les experts pour arriver au chiffre de 400 morts en moins par an. Et ce qui est intéressant, c'est que par ailleurs, on a une réduction de ce qu'on appelle l'effet de peloton, c'est-à-dire que vous avez beaucoup moins d'effet d'un camion qui bloque toute une série de voitures qu'on connaît tous et qui est très gênant. Donc il y a déjà un effet de ce point de vue-là qui est très concluant. On constate aussi, et ça c'était surprenant parce que ce ne sera pas le cas lorsque la vitesse sera abaissée sur tout le réseau, qu'il n'y a pas d'effet de report de trafic, c'est-à-dire que finalement les usagers de ces routes s'y habituent. Et donc en revanche, il y a un point sur lequel en effet l'étude du CEREMA ne portait pas, c'est sur l'étude de l'accidentalité. Pourquoi? Parce qu'en accidentologie, une période de 2 ans sur 80 km, elle n'a juste pas de pertinence. Bon, ce qu'on a constaté en faisant une étude qui a été compliquée à faire, c'est qu'il y a plutôt une tendance favorable. Mais on n'a pas voulu s'en prévaloir, puisque quand on installe des radars, on fait des calculs d'accidentalité sur 5 ans. Donc, ici, l'objet de l'étude, est-ce que baisser les VMA fait baisser la vitesse moyenne? Oui. Est-ce qu'elle fait baisser l'accidentalité?
Ici, apparemment, oui, mais c'est trop court. Il y a un effet statistique, donc qui n'est pas crédible. Mais c'est pas là-dessus que le gouvernement s'est appuyé. Le gouvernement. Monsieur le délégué, vous pouvez nous dire cela. Voilà. Mais vous ne pouvez pas nous cacher l'étude. Je ne vous la cache pas, je vous la donnerai, bien sûr. Eh bien, et nous saurons, grâce à votre pédagogie sans doute, avoir le discernement nécessaire pour comprendre les limites de l'exercice. Et nous comprenons aussi que vous ne vous êtes pas fondé sur cette étude pour prendre vos décisions. Voilà. Bien, tous ces éléments, ils gagnent quand même à être explicitement énoncés. Je vous transmettrai cette étude. Nous avions répondu, le Premier ministre a répondu à un courrier du sénateur Raison qui lui avait demandé les résultats, comme quoi on ne cache rien. On vous transmettra les documents, vous verrez qu'ils disent exactement ce que je viens de vous dire. Donc, et encore une fois, l'étude du CEREMA ne porte pas sur l'accidentalité, on ne le lui a pas demandé parce que ça n'a juste aucun sens de ce point de vue-là. Alors, on a quand même fait, on a quand même fait faire cette étude et on constate que c'est plutôt positif, mais très franchement, même si ça avait été mitigé, ça n'avait pas beaucoup d'importance parce qu'encore une fois, sur tout le réseau français, en 3 ans, 7%, 37%. Je pense que c'est quand même tout à fait explicite comme effet. Alors, deuxième aspect, je vais essayer de vous répondre et je suis désolé parce que forcément, vos interventions étaient très riches, donc je vais forcément oublier des choses. L'autre point qui me semble très important, Monsieur le Président, c'est évidemment cet aspect qui est lié à pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des limitations de vitesse qui seraient adaptées au réseau. Je crois que c'est ça la question. Excusez-moi, je vais essayer de vous répondre à ça. Au fond, vous avez tous en tête ce film du Guépard où à un moment donné, le prince dit « il faut tout changer pour que rien ne change ». C'est évidemment une option qui a été envisagée. C'est-à-dire de dire, au fond, pourquoi on ne baisse pas à 70 sur certaines routes, à 80 sur d'autres, à 90, voire pourquoi on n'augmente pas sur certaines. Et au fond, il y a l'un de vous qui en a parlé tout à l'heure, puisqu'il a eu la chance finalement de faire un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Il a évoqué une chose qui s'appelle l'homéostasie du risque. L'homéostasie du risque, ça veut dire quoi? C'est que quelqu'un roule toujours à la vitesse maximum à laquelle il pense qu'il peut aller. C'est pour ça qu'il y a assez peu d'accidents la nuit par temps de brouillard. Parce que les gens sont extrêmement prudents. Ils sont attentifs, ils ouvrent les fenêtres. Et donc, en revanche, pourquoi le maximum de nos accidents se font 2 jours sur une belle route? Eh bien, c'est précisément parce qu'on ne se sent pas, on se sent en sécurité et donc on appuie sur le champignon. Et comme, depuis le début, j'essaye de vous dire, ce qui n'est pas une conviction, mais une donnée scientifique, que la vitesse, c'est l'essence de la sécurité routière, eh bien, c'est là qu'on a le plus d'accidents. Alors, qu'est-ce qui se passe si on regarde les routes qui donnent l'impression de pouvoir rouler en sécurité à des vitesses plus élevées? Eh bien, si on fait des études, alors on les a faites sur un certain nombre de départements, mais ça fait aucun doute que ça se révèle partout, ça sera la même chose de tous les côtés, c'est que les routes, parce que vous savez que selon les départements, on ne catégorise pas les routes de la même façon. Il y a plusieurs façons de les catégoriser. Mais pour la faire simple, toutes les fois qu'on prend la petite partie du linéaire qui est considérée comme la plus structurante par le gestionnaire de voirie, eh bien, on constate que c'est là qu'il y a la majorité des morts. Je vous prends plusieurs exemples. Dans les Deux-Sèvres, les 21% de routes, c'est 2 niveaux. Le premier niveau, le plus roulant, le deuxième un peu plus roulant, c'est 21% du linéaire, 65% des tués. Ça veut dire que ce qui est demandé, et je l'entends, je le comprends, c'est une hypothèse que nous avons faite, ça serait... C'est-à-dire que ça dépend du département. Pardonnez-moi, mais... Excusez-moi, tout à l'heure, je comprends, mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que... Chers collègues, je crois qu'il faut vraiment laisser le délégué nous répondre sans relancer le débat, parce que nous n'avons plus le temps de le faire. Vous avez pu être très précis dans vos interventions respectives. Et si vous me permettez, j'ai fait un effort sur moi-même assez important tout à l'heure. S'il vous plaît. Ouais. J'ai fait un effort assez important sur moi-même tout à l'heure parce que je serais volontiers entré dans le débat. Ce que j'essaye de dire, c'est que en réalité, là où on pense qu'on peut aller vite, c'est là qu'il y a le danger. Et aussi pour une autre raison, c'est que c'est là où il y a le plus de voitures et c'est donc là où il y a le plus de trafic. Et je voulais dire un autre point à cet égard, par rapport à la ruralité. Je pense que le Premier ministre a parfaitement entendu cet argument. Et par ailleurs, il est élu d'une ville que je sache qui est c'est rural quand même, la Seine-Maritime. Bon. Et donc, ce que je veux dire, c'est que... Non, mais pardonnez-moi.
la ruralité, c'est elle qui paye le tribut le plus cher à la sécurité routière. Moi, je lis tous les jours la presse sur la sécurité routière. La PQR, le lundi matin, c'est la chronique d'un massacre. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en définitive, quand je vous lisais tout à l'heure, tous les articles de journalistes contestés, ils le disent, finalement, on ne perd pas beaucoup de points. Donc le gain... Moi, je voudrais pas être mal entendu là-dessus, mais c'est malheureusement dans les zones rurales que le tribut à la violence routière est le plus élevé. Donc, je penserais malvenu de vous dire c'est une mesure qu'on fait pour la ruralité. Je ne veux pas vous dire ça. Je dis juste que c'est logique en termes de vie épargnée qu'on agisse sur les routes où il y a la fréquence de mort le plus important. Alors, un autre point, parce que... Pardonnez-moi, madame, excusez-moi, j'essaye juste de développer un peu, parce que sinon, je pense qu'on va avoir un débat très décousu. L'autre point par rapport à ça qu'il faut bien comprendre en sécurité routière, c'est que la perception qu'on a spontanément de la sécurité routière, c'est que c'est la faute des chauffards. En réalité, c'est pas ça, la sécurité routière. Le chauffard présente une maximisation du risque. Et il y a beaucoup de mesures très dures contre les chauffards. Il y a des gens ils font de longues années de prison et c'est tant mieux. Mais savez-vous que 52% des auteurs d'accidents mortels ont 12 points sur leur permis? C'est-à-dire c'est des gens qui respectent la règle. Pourquoi? Parce que la sécurité routière, c'est plus une politique de santé publique avec des études d'épidémiologie qu'une forme de délinquance. Tous ici, si nous ne sommes pas attentifs en conduisant, si à un moment on oublie de respecter une prescription, nous pouvons être des auteurs d'accidents. Donc la difficulté, elle est là, c'est d'avoir une politique qui agit sur les masses. Et tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a un taux de respect de la norme qui est élevé. Si on s'appuie justement sur ceux qui respectent les normes, qui perdront peu de temps, je le répète, peu de temps, eh bien on va avoir un effet fort. Et c'est ça le point fondamental de cette mesure. Alors j'ajoute que le Premier ministre a insisté pour qu'on mette une mesure d'évaluation à 2 ans. Nous sommes en train, vous avez évoqué les mesures d'évaluation, de mettre en place le système d'évaluation, mais je le répète, il ne faut pas se tromper là-dessus. Baisser les vitesses va faire, comme le disait si bien ce journaliste, qu'on aura un peu plus de temps pour éviter un accident, pour finalement répondre à un comportement inadapté d'un autre. Alors, vous avez évoqué tout à l'heure la responsabilité en parlant de montagne. En montagne, il y a 2 enjeux. D'abord, on va mettre en jeu la vie des sauveteurs pour aller rechercher les gens dans les massifs. Et deuxièmement, c'est extrêmement rare que votre comportement aille impacter la vie des autres. Le problème de la voiture, c'est que, et des accidents de la route, c'est que quelqu'un tue un autre très régulièrement. C'est souvent ça qui se passe. Donc ici, vous voyez bien qu'il est tout de même... Et par ailleurs, nous sommes dans des sociétés qui prenons en charge, et avec des coûts qui sont faramineux. Je rappelle que le coût de la sécurité, des conséquences de la violence routière, c'est entre 35 et 45 milliards, selon ce qu'on prend. Donc ici, il y a quand même quelque chose d'assez légitime à ce que l'État essaye de prendre des mesures qui rapidement puissent baisser le nombre des morts. Mais pour autant, je note que lorsque je parle de toute cette mobilisation que nous faisons avec les entreprises, avec l'État, avec les collectivités, en fait, personne n'en parle parce que, je ne sais pas, on ne se sent pas concerné, mais en attendant, vous voyez bien que cet effort de conviction, de prévention que nous voulons faire partout, il est là, et vous avez raison de le dire, il est tout à fait fondamental. Donc ici, naturellement que nous allons aussi travailler dans cette voie. Alors, si je reprends ensuite les autres thèmes, la question de l'EAD qui m'a été de l'étranger. Alors, je voudrais juste parler d'une chose, c'est les routes anglaises. Alors, on nous cite souvent le Royaume-Uni avec les vitesses moyennes à 97 km/h qui correspond à une traduction des miles. En réalité, le réseau anglais, c'est 480 000 km contre 1 million pour nous et de routes qui tournent beaucoup. Ce qui fait qu'on ne peut pas y rouler vite et la vitesse moyenne qui est pratiquée sur ces routes est extrêmement basse. Donc, dire que la vitesse autorisée, elle est de 97 km/h, c'est juste, mais c'est une comparaison qui ne vaut pas raison. Sur l'Allemagne, c'est intéressant de voir que l'annonce en Allemagne de la mesure 80 en France a immédiatement suscité une réaction enthousiaste du comité de la sécurité routière allemande, parce qu'en Allemagne comme en France, les effets de la vitesse sont les mêmes. Et d'ailleurs, sur les portions d'autoroute qui sont libres de vitesse, puisqu'il y en a, il y a une accidentalité qui est très forte, qui est très élevée. Donc ça renvoie à une question, est-ce qu'on veut qu'il y ait un prix de chair de la vitesse? En fait, c'est vraiment ça la question. Donc ça, c'est quand même un point qui mérite d'être signalé. Quant au Danemark, j'en ai parlé au début, je tiens à le dire, ceux qui disent qu'on a remis 90 à l'heure sur tout le réseau du Danemark, aujourd'hui,
À partir de maintenant, on pourra dire qu'il ment, parce que vraiment, à un poste de l'ambassadrice du Danemark, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Pourquoi il faut croire que notre parole est si peu crédible, puisque moi, quand je l'ai dit, parce qu'on avait contacté nos collègues, ça a fait cet effet. Alors, sur les comportements, la somnolence, l'alcool, mais je suis évidemment 100 000 fois d'accord avec vous, mais c'est pas facile de, par exemple, quelqu'un qui s'endort. Là, on peut vraiment dire qu'il faut renvoyer à la responsabilité individuelle. Les Français ont tous, il y a une dette de sommeil qui augmente. On le dit, on a fait des actions avec l'ordre des pharmaciens pour rendre les pictogrammes sur les prises de médicaments plus clairs. On a lancé une action avec l'ordre national des médecins pour que les personnes qui conduisent et qui ont des problèmes d'apnée du sommeil, etc., soient sensibilisées. Donc vous voyez bien que on fait toutes ces actions, mais elles sont à effet très lent. C'est ça la difficulté. Et quand même, tous les ans, c'est ce tribut. 3 477 morts l'an dernier, c'est quand même énorme. 24 000 personnes qui sont sur le carreau. Donc, qu'est-ce que l'on dirait si on n'essayait pas non plus aussi de prendre les mesures qui sont les plus efficaces? Alors, je reviens en parcourant. On nous parle souvent des petits excès de vitesse. Un petit excès de vitesse, il est petitement puni. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une amende qui est pas excessive. Les amendes en France sont basses par rapport aux autres pays. Et c'est la perte d'un point qu'on récupère au bout de 6 mois. Franchement, c'est petitement puni. Bon, mais en revanche, quand vous cumulez les millions de petits excès de vitesse des uns et des autres, ça fait un grand risque. C'est pour ça que je vous dis c'est une politique de santé publique. Si vous prenez le terrorisme, si vous prenez le cambriolage, vous devez identifier un petit groupe de délinquants et mettre fin à leurs agissements. Ici, le problème, c'est que potentiellement, nous tous qui conduisons, la somme de nos petits risques fait un grand risque. Il y a 43 millions de véhicules qui roulent sur nos routes. Et cette somme-là, c'est un effet de masse. C'est pour ça qu'il n'y a pas de petits excès de vitesse. Mais moi, je le répète, tous nos radars fixes sont précédés de panneaux. Il y a aujourd'hui toutes sortes d'applications qui permettent de signaler les radars. Et donc, respecter les vitesses, je note que 85% des titulaires de permis y arrivent. Alors, vous m'avez parlé, je vais rebondir là-dessus, des voitures radars. Alors, je voudrais remercier le sénateur Raison parce que, en effet, beaucoup de désinformation a été fournie sur ce dossier. Nous avions un système de voitures qui vont aller vérifier la vitesse sur toutes les routes, là où il y a beaucoup d'accidents, notamment dans les zones rurales. Et c'est parce qu'il fallait 2 policiers ou 2 gendarmes, ces voitures tournaient très peu et ne permettaient pas de faire ces contrôles. Donc, nous allons faire un marché qui permet de faire tourner des voitures par une entreprise. Mais je précise une chose, le parcours de cette voiture est donné par les autorités et c'est écrit dans le marché public. En aucun cas, l'entreprise ignore totalement le nombre de verbalisations qui sont faites. D'ailleurs, elle a des parcours obligés. Et si elle fait 1 kilomètre supplémentaire par rapport à ce que l'on dit, elle a des pénalités. Donc, je crois qu'il y a ici toutes les précautions qui sont prises. Mais pour faire quoi, en définitive ? Pour faire que nos policiers et nos gendarmes soient à des missions qui requièrent leurs compétences et leur intelligence. Conduire une voiture et appuyer sur une tablette pour changer des vitesses, ça peut être fait ça peut être externalisé. Je pense que c'est une bonne gestion de la ressource policière. Il n'y aura pas d'abus et on sera tout à fait transparent là-dessus. On ne peut pas publier le contrat parce que c'est contraire au marché public, mais on pourra publier les bonnes feuilles pour montrer que le contrat interdit toute espèce de zèle sur cette affaire. C'est-à-dire que l'entreprise ne peut pas le faire. Non seulement elle ne peut pas le faire, mais elle sera pénalisée. Alors, je vous rappelle par ailleurs que le Premier ministre a tenu aussi à ce qu'il y ait, par rapport à cette augmentation probable de la verbalisation, une réflexion sur la question du conducteur vertueux, c'est-à-dire celui qui perd jamais de points, est-ce qu'à un moment il ne peut pas avoir une sorte de prime? C'est aussi un sujet délicat, tout simplement parce que c'est une politique de masse. Je vous prends un exemple. Si nous donnons 1 point de plus, parce qu'il y a ça en Espagne ou en Italie, à ceux qui pendant 2 ans ne commettent pas d'infraction, il y a un jour où nos ordinateurs envoient 30 millions de points ou 25 millions de points. Est-ce que vous ne pensez pas que ça va avoir un impact immédiat sur l'accidentalité? Parce que c'est une politique de masse. Et donc c'est ça qui est délicat dans cette politique, parce que tout micro-effet de ce genre peut se traduire en dizaines de morts le week-end suivant sur les routes. Et c'est ce que tous les responsables de cette politique, moi j'ai parlé à tous mes prédécesseurs, m'ont dit. Donc il faut être très prudent avec ça, mais le Premier ministre a souhaité que cette réflexion soit conduite par le Conseil national de la sécurité routière,
auquel d'ailleurs participent à la fois le Sénat et l'Assemblée nationale, je le dis au passage. Alors, juste pour finir, parce que je pense qu'il faut terminer maintenant, naturellement, le véhicule connecté est une voie intéressante, ça prendra du temps quand même, hein, ne nous disons pas, surtout dans les zones rurales, mais évidemment que même la voie vers le véhicule connecté fait déjà faire des progrès. Vous avez des véhicules qui permettent aujourd'hui de décider du freinage pour éviter un piéton, un cycliste. Et pour enchaîner là-dessus, dans les indications que nous avons mises sur les distances d'arrêt et de freinage dans la communication qui a été faite au moment du communiqué de presse, nous nous sommes adressés aux experts automobiles pour déterminer le temps vraiment d'arrêt du véhicule, le temps de freinage. Et quant au temps de réaction, nous avons pris un temps moyen qui est d'1 seconde, qui est franchement très optimiste, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent plus qu'1 seconde à réagir. Donc je voulais vous rassurer là-dessus. Deux derniers points sur les cyclistes. C'est vrai qu'il y a une augmentation de la mortalité des cyclistes. C'est vrai, on peut le dire, que certains se comportent mal. Je suis d'accord avec vous, ou même très mal. Il y a un problème à un moment donné d'être en capacité de les sanctionner, mais il faut bien comprendre que la mortalité cycliste, elle est aussi en augmentation parce que augmente, et on peut s'en réjouir, la pratique du cyclisme. Je vous signale que ce plan adresse, mais j'en ai pas vu beaucoup d'articles, mais les associations de cyclistes s'en sont bien emparées, un certain nombre de thématiques sur l'enseignement du vélo. Et un dernier point concernant le transport scolaire, je ne vous oublie pas, Madame la Sénatrice, en effet, c'est, vous savez, à l'autorité qui organise le transport de veiller au respect des règles. Donc, dans les cas qui ont été cités, je pense que la première des observations serait d'aller voir avec cette autorité. Et je ne manquerai pas de parler de cette question à mon collègue du ministère des Transports qui a le dossier pour voir s'il faut réviser cette réglementation ou ses modalités de contrôle. Très brièvement, parce que vos interventions étaient très riches, ce que je voulais vous dire, mais encore une fois, je voulais conclure sur un point. Qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus qu'entre 2002 et 2005, la baisse des vitesses moyennes pratiquées sur nos routes de 7% a entraîné 37% de baisse de l'accidentalité. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour prouver l'effet? Donc, on perdra peu de temps et rarement on aura une perte de temps aussi productive pour la collectivité. Donc voilà, c'est ça mon message. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Ouais. Je comprends qu'on aura encore du travail, beaucoup de convictions, mais j'espère Monsieur le délégué, les routes pluvieuses, ce qui n'arrive jamais à Cherbourg ni dans la Manche, mais les routes pluvieuses, elles vont être impactées par la mesure? Alors, nous sommes en train de finaliser le décret en Conseil d'État qui sera pris. L'idée, c'est d'avoir une règle très simple, c'est 80 pour tout le monde, sans variation, pour que la compréhensibilité de la règle, qui était une chose très importante. Une question m'a été posée sur le côté pair des limitations de vitesse. C'est vrai que c'est pas dans la loi, c'était une pratique. C'est un argument qui a été souvent invoqué pour s'opposer à la mesure 80. Je ne suis pas convaincu dès lors qu'on aura justement un réseau très uniforme de routes à 80, que cela pose des problèmes d'assimilation. Une petite précision, ont été exclus de la mesure 80 les routes à 4 voies ou à 3 voies sur lesquelles il y a une ligne blanche continue qui permet de dépasser et qui pourront rester à 90. Voilà. Monsieur le sénateur, nous avons produit, comme je le disais, un jaune budgétaire qui montre l'affectation de ces sommes. Mais l'affectation de ces sommes, c'est ce qui... Pardonnez-moi, c'est ce qui nous a été fourni par les collectivités territoriales en question. Donc, j'ai envie de dire, ici, l'affectation, la somme qui arrive dans le département, elle est bien identifiée. Et nous, ce que nous avons noté ici, c'est que ces sommes sont bien affectées à des travaux qui améliorent la sécurité routière. Voilà pour cette audition d'Emmanuel Barbe, le délégué interministériel à la sécurité routière, qui s'est donc exprimé devant les sénateurs sur la future limitation à 80 km/h sur les routes secondaires. Une limitation qui doit entrer en application à partir du mois de juillet prochain. C'est l'annonce du Premier ministre Édouard Philippe, une annonce qui ne convainc pas les sénateurs. Vous les avez entendus. À noter que le Sénat va organiser tout un cycle d'auditions sur ce thème et qu'il y a même un groupe de travail est lancé sur ce sujet. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.